Principe élémentaire du coup d'État démocratique. Leçon numéro 7, l'attaque insurrectionnelle. Il faut agir avec peu de gens sur un terrain limité. Concentrer ses efforts sur les objectifs principaux. Frapper droit et dur. Je ne crois pas que ce soit tellement compliqué. Les choses dangereuses sont toujours extrêmement simples. Pour réussir, il faut frapper au ventre. Cela ne fait pas de bruit. L'insurrection est une machine qui ne fait pas de bruit. Votre stratégie exige trop de circonstances favorables. L'insurrection n'a besoin de rien. Elle se suffit à elle-même. Ceci est une lettre de Trotsky, le fondateur de l'armée rouge dans les années 20, dédiée au comité central du parti bolchevique. Elle est datée du début d'octobre 1917. Et elle est citée par Malaparte en page 13 de sa technique du coup d'État. Alors pourquoi je vous ai lu ça? Parce qu'en partie, les gaullistes vont s'appuyer sur cette méthode pour créer les conditions qui favoriseront l'appel de la 4ème République au général de Gaulle. En effet, comment prendre le pouvoir en restant démocrate, en ne passant pas par un putsch militaire et en ne passant pas par la voie des urnes? Tel est le dilemme du général de Gaulle pour revenir au pouvoir en 1958. Eh bien la voilà la solution. Le coup d'État démocratique. Vous voulez en voir plus? Suivez-moi, c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron et historien à 16 heures ou le contraire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. J'ai besoin de vous, les futurs abonnés. Et merci pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Alors, nous reprenons le pont que je fais entre 1958 et 2022 et celui que j'ai établi entre le général de Gaulle et Éric Zemmour. Donc, la solution imaginée par l'état-major du général de Gaulle pour parvenir au pouvoir est appelée le coup d'État démocratique. Tout est expliqué dans ce livre vraiment admirable que je vous conseille vraiment de lire et d'avoir. C'est à la fois un manuel d'insurrection, c'est très drôle parce que Christopher Nick a beaucoup d'humour et c'est vraiment une plongée dans l'histoire des réseaux de la politique française et des réseaux militaires dans les années 50. Et surtout, c'est ce qui explique la naissance de notre 5ème République, notre régime démocratique par essence. Et on se rend compte que parfois, la limite est très ténue entre le pouvoir autoritaire, entre la dictature et la démocratie. Parfois, il en faut de peu pour que les deux se rejoignent. Parce qu'il faut bien l'avouer, comme je vais l'expliquer d'ici peu, la façon dont la 5ème République est née et la façon dont De Gaulle est revenu au pouvoir n'est pas vraiment démocratique. Elle a vraiment tout du coup d'État militaire. Alors mon hypothèse, par rapport à Éric Zemmour, c'est que tout cela, il le connaît. Le général de Gaulle, c'est son idole. Et il va donc s'inspirer de certaines méthodes. Pas toutes, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'Éric Zemmour va contacter des colonels de régiments parachutistes pour sauter sur Paris, comme ça a failli se faire en 1958. Pas du tout. Mais néanmoins, il y a certaines recettes qui sont reprises. Et je trouve qu'il y a énormément de ressemblances entre le personnage du général de Gaulle, sa pensée, et celle d'Éric Zemmour. Alors on pourrait les lister très simplement. Quand Éric Zemmour dit « Le président de la République n'a pas besoin d'avoir un programme, c'est la rencontre d'un homme et son peuple », ça c'est du De Gaulle, premièrement. Deuxièmement, quand il dit qu'il n'a pas besoin de partis politiques, qu'ils ne sont là que pour favoriser un soutien logistique aux candidats à la présidentielle, c'est du De Gaulle. Troisièmement, Zemmour a prédit l'extinction des principaux partis politiques. En cela, il n'a pas vraiment tort. Puisqu'actuellement, si j'en crois les sondages, le parti politique qui était la principale force politique des dernières années, qui est représenté actuellement par Anne Hidalgo, est estimé à 3 à 5% des votes. Le parti républicain, lui, donc l'antique UMP et l'antique RPR, serait estimé entre 12 et 15%. Il était aussi la principale force politique de la France
de ces 30 à 40 dernières années. Zemmour critique les partis politiques, ça, c'est du De Gaulle. Autre point intéressant, d'après ce que nous dit Claude Guy, donc dans ce livre fantastique également, vraiment à avoir en écoutant De Gaulle qui fait sa traversée du désert, au début fin des années 40, début des années 50, prédit la Troisième Guerre mondiale avec l'URSS, prédit la fin du soutien américain à l'Europe menacée par l'URSS. Il prédit aussi le réarmement de l'Allemagne, qui sera à nouveau un danger pour la France, et il prédit énormément de troubles sociaux et politiques en France. Et pour lui, la bête noire, c'est les communistes. De Gaulle a toujours eu peur des communistes, qui selon lui, sont prêts à prendre le pouvoir en France à cette époque. Eh bien, là aussi, on retrouve pas mal de l'esprit d'Éric Zemmour, puisque sa bête noire à lui, dois-je le dire, c'est une immigration trop importante, et c'est un islam terroriste. Les deux hommes ont prédit quasiment la fin de la civilisation occidentale et française si l'homme providentiel ne parvenait pas au pouvoir et à reprendre les rênes de la France avec une main de fer. Et l'homme providentiel, pour De Gaulle, c'est Charles de Gaulle, et pour Zemmour, c'est Éric Zemmour, évidemment. Ensuite, De Gaulle ne cesse de vilipender les institutions de la 4ème République, qui pour lui reproduisent tous les malheurs que la 3ème République a donnés à la France. Et effectivement, on se rend bien compte, d'un point de vue objectif et historique, que le parlementarisme est très compliqué pour obtenir une majorité viable. Le scrutin se fait à la proportionnelle, et non pas au scrutin majoritaire. Ce qui fait que chaque parti va recueillir un certain pourcentage de voix, mais aucun ne sera majoritaire. Donc il faut absolument une espèce de tambouille électorale, des espèces d'alliances improbables entre des partis qui parfois se détestent et ne partagent pas les mêmes objectifs. C'est pourquoi, autant dans la 3ème République, mais encore plus dans la 4ème République, certains gouvernements ne dureront que quelques mois, voire quelques semaines. Et cette instabilité politique est très préjudiciable à la France en période de graves troubles internes et internationaux. On le sait, la France a vécu la guerre d'Indochine de 1945 à 1954 et elle vit la guerre d'Algérie de 1954 à 1962, avec tous les problèmes internes inhérents à cette guerre, en plus de problèmes sociaux et économiques. Et évidemment, De Gaulle se sert de cette situation pour vilipender et maudire l'incapacité des gouvernements à faire face à cette situation critique pour la France. Et il n'arrête pas de convaincre les populations que, sans lui aux commandes, la France va vers la catastrophe. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, je ne dirais pas préoccupante, mais compliquée, puisque la France a un taux de chômage assez important, une dette colossale, elle vit une guerre avec le terrorisme, que ce soit à l'extérieur, avec l'opération Barkhane au Mali, au Niger, un terrorisme intérieur également, sans compter les problèmes de drogue, de lutte contre la délinquance, de zones de non-droit, un problème d'appauvrissement de la population, un problème de désindustrialisation. Donc évidemment, Éric Zemmour, comme le général de Gaulle naguère, a beau jeu de critiquer tous les gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche, qui se sont succédés dans les 40 dernières années et qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Alors évidemment, il essaie de convaincre le maximum de monde que si lui arrive au pouvoir, il reprendra les rênes de la France avec une main de fer, comme le fit le général de Gaulle. Là aussi, la comparaison est absolument évidente. Mais alors, comment de Gaulle a-t-il pu prendre le pouvoir sans un putsch militaire et sans passer par la voie des urnes? Il a fait ce qu'il appelle lui-même le grenouillage. C'est-à-dire que ses militants, l'appareil du gaullisme, les grands chefs du RPF, donc le parti du général de Gaulle, et tous ses amis politiques sont allés voir les membres les plus importants des classes politiques, civiles et militaires pour s'assurer du soutien à l'éventuel retour du général de Gaulle aux affaires. Et cette phase de l'opération a duré 4 ans, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, la partie numéro 2 sur Zemmour. Au bout des 4 ans, donc, les gaullistes ont suffisamment d'amis politiques et militaires pour recevoir un soutien lorsque les choses iront extrêmement mal. Et les choses vont aller effectivement mal. Il n'y a plus que le détonateur qui mettra le feu aux poudres. Ce détonateur, ce sera
le putsch militaire qui est organisé le 13 mai 1958 au gouvernement d'Alger. Le gouvernement d'Alger va être pris d'assaut par la population, les forces de police fermeront les yeux et l'armée va bientôt se liguer avec les insurgés. L'armée avec comme homme clé le général Massu, qui dirige les forces militaires françaises en Algérie durant la guerre. À partir de ce moment-là, les insurgés vont demander une reconnaissance au gouvernement de la 4e République. Reconnaissance qui est impossible, puisque un gouvernement légal ne peut reconnaître un pouvoir putschiste. Alors, les complotistes vont mettre la pression sur le gouvernement en France en envahissant la Corse, dont les 2 départements vont passer aux mains des putschistes. Et ensuite, les militaires vont organiser un débarquement parachutiste sur la ville de Paris. À Paris, après le 13 mai 1958, l'heure est à la peur et au chaos. On imagine tous les jours des lâchers de parachutistes sur la ville. On va placer des camions au travers des pistes d'atterrissage pour empêcher les avions de transport de troupes d'atterrir. Et quelques jours plus tard, le gouvernement de Pfilin, le président du Conseil, va demander le retour du général de Gaulle. Général de Gaulle qui mettra fin à la constitution de la 4e République et qui, avec Michel Debré, construira la constitution de la 5e République, celle sous laquelle nous vivons actuellement. Alors évidemment, Zemmour ne va pas mener une attaque parachutiste sur Paris. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que le général de Gaulle a toujours été en retrait de toutes ces histoires de soutien politique à sa cause. Or, je remarque que Zemmour, lui, adopte le même schéma. C'est-à-dire qu'il a des soutiens, il a des fans, il a des amateurs qui s'organisent en comité pour lui obtenir des rendez-vous politiques, des rendez-vous avec des industriels, des levées de fonds, et pour mener une campagne psychologique et politique auprès des populations françaises. C'est exactement ce que les partisans du général de Gaulle ont fait. Et à chaque fois qu'on en parle à Éric Zemmour, il nous dit « Ah mais moi je ne suis pour rien là-dedans, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de dire que je suis candidat, ils peuvent très bien le dire. Et s'ils ont envie de me trouver des soutiens ou de l'argent, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. » C'est exactement ce que le général de Gaulle a fait. C'est en cela que je pense que Zemmour met ses pieds dans les chaussures du général de Gaulle, même si celles-ci sont peut-être un peu grandes pour le personnage, et qu'il adopte donc une partie de la stratégie que les gaullistes avaient organisée pour leur prise de pouvoir en 1958. Voilà donc mon argumentation. Alors c'est une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle me paraît plutôt intéressante. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Sinon, à part cela, est-ce que je pense que Zemmour va se présenter? Lorsque j'ai pensé à faire cette série de vidéos, je me suis dit que Zemmour attendrait d'être autour de 20% d'intention de vote et d'être sûr d'aller au second tour pour se présenter. J'imaginais sa candidature pour fin octobre, voire début novembre. Je pense maintenant qu'il va attendre le congrès des Républicains le 4 décembre prochain pour savoir quel va être son adversaire politique. Et qu'il annoncera sa candidature soit milieu décembre, soit au mois de janvier. Après, je peux me tromper. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Portez-vous bien, parlez de moi, abonnez-vous, mettez des pouces bleus. On se dit à la prochaine fois. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.